Lola, une jeune femme passionnée par les objets anciens, flânait un après-midi dans les rues pavées de la vieille ville, attirée par une vitrine poussiéreuse remplie de poupées de porcelaine aux yeux fixes et brillants. Elle poussa la porte, grinçante, de l'antiquaire. Derrière le comptoir, un homme, élégant, au visage doux, mais au regard intense. Il se présenta sous le nom d'Henri. Sa voix était chaleureuse, envoûtante, et il semblait connaître l'histoire de chaque objet dans sa boutique. Lola se sentit immédiatement en confiance et passa des heures à discuter avec lui, fascinée par sa passion et son savoir. Au fil des semaines, une relation naquit entre eux. Henri était attentionné, courtois, toujours empressé de la surprendre avec des détails d'antan et des anecdotes sur les objets rares qu'il dénichait. Pourtant, quelque chose chez lui l'intriguait. Il ne parlait jamais de son passé, et la boutique semblait n'avoir aucun client. Les poupées, surtout, dégageaient une étrange présence. Leurs yeux semblaient suivre ses mouvements, et certaines semblaient avoir des expressions humaines figées dans la peur. Un soir, Henri l'invita à dîner chez lui. Un appartement situé juste au-dessus de la boutique. L'endroit était décoré avec goût, mais une porte restait toujours fermée à clé. Intriguée, Lola profita d'un moment d'inattention de son hôte pour jeter un œil à travers la serrure. Ce qu'elle vit la glaça jusqu'aux os. La pièce était remplie de poupées, mais pas n'importe lesquelles. Elles avaient toutes une expression tordue par la terreur, leurs traits déformés par une agonie muette. Certaines avaient des cheveux humains, et d'autres portaient des robes qui semblaient trop récentes pour être d'époque. Lola sentit son souffle s'accélérer quand elle aperçut, posé sur une étagère, un collier qu'elle reconnaissait, celui d'une amie disparue l'année précédente. Elle se redressa brusquement et se retourna pour fuir, mais Henri était là, juste derrière elle. « Je n'aurais pas dû voir ça, ma chère Lola. » murmura-t-il en faisant craquer ses jointures. Avant qu'elle ne puisse crier, il l'agrippa violemment. Tout devient flou, un tourbillon de peur et de douleur avant le noir complet. Quand Lola ouvrit les yeux, elle ne pouvait plus bouger. Son corps était figé, prisonnier d'une enveloppe froide et lisse. Devant elle, Henri la regardait, admirant son œuvre. Elle était devenue l'une de ses poupées de porcelaine. Clément a 23 ans au moment où il nous raconte cette histoire, et cette histoire s'est passée quand il avait 17 ans. Petite info, Clément a le permis et une voiture, et ça a son importance pour la suite de l'histoire. Il nous explique qu'il est très souvent seul chez lui, du fait que ses parents partent voir de la famille quand ils le peuvent. Après que les parents aient quitté la maison, il est dans les alentours de 17h. On est en hiver alors le soleil commence déjà à se coucher. Clément décide de partir prendre des provisions dans la supérette du coin. C'est à 3 minutes de route en voiture, alors pour ne pas perdre de temps, il prend sa voiture. Arrivé dans la supérette, il n'y a personne, juste une vieille femme et un homme. Le caissier, après avoir encaissé la dame, part dans l'espace de stockage, ce qui laissa Clément et l'homme seuls. Après quelques secondes, Clément remarqua qu'à chaque fois qu'il change de rayon, l'homme aussi. Et il remarque que l'homme n'a aucun sac de course, pas même un seul article. Sachant que l'homme était déjà là quand Clément est arrivé. Après quelques minutes de stress, le caissier revient. Clément paye et s'en va en jetant un dernier coup d'œil. L'homme est toujours dans le magasin, et sourit à Clément, en lui faisant coucou. Évidemment, Clément a roulé plus vite que prévu, car il avait peur que l'homme le suive. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Clément passa sa soirée, comme prévu, et il décide d'aller se coucher. Petit détail, avant de dormir, Clément oublie de fermer les volets. Ce qui fait que toutes les personnes à l'extérieur peuvent voir l'intérieur de la maison. Au milieu de la nuit, Clément se fait réveiller par un bruit tout autour de la maison. Mais il n'y prête pas plus attention que ça. Maintenant qu'il est réveillé, il va dans la cuisine pour boire. Comme détail, Clément nous donne une description de sa cuisine. Il dit que le salon, la cuisine et la salle à manger n'est pas séparés par des murs. Donc ça fait un grand espace de vie. Et avant de repartir se coucher, du coin de l'œil, Clément croit voir une silhouette devant une fenêtre éclairée par la lune. Il se retourne mais il n'y a rien. Clément est fatigué mais il sait qu'il a vu quelque chose. Donc, pour être sûr, il ne va ni regarder par la fenêtre, ni sortir de la maison. Mieux que ça, il va se diriger dans un couloir, un endroit caché de la fenêtre. Il attend quelques secondes, se penche tout doucement, et évidemment, il avait bien raison. Il y a bien un homme devant la fenêtre qui reste fixe. Clément est terrifié, normal, et il se dit que sa seule chance c'est de partir par la fenêtre de sa chambre. Chambre qui donne de l'autre côté de la maison. Au moment où Clément se prépare à courir, il jette un dernier coup d'œil autour de lui, et il vit quelque chose d'horrible. Chaque fenêtre de la maison est surveillée par un homme, du moins celle du rez-de-chaussée, et il est impossible pour Clément de reconnaître les hommes. Clément est bloqué, entouré, et il sait que tôt ou tard, un des hommes le verra et essaiera d'entrer. Clément prend une grande respiration et se dirige vers le salon en marchant. Toutes les silhouettes le voient, il sait qu'il a quelques minutes pour s'enfuir, et d'un seul coup il entend une vitre se briser.
C'est le signal pour Clément de s'enfuir. Il prend les escaliers, et pendant qu'il monte les marches, il entend toutes les fenêtres se casser par intermittence. Il rentre dans la chambre de ses parents, ferme la porte à clé, et heureusement pour lui, la fenêtre de la chambre de ses parents donne sur le toit du Porsche. Porsche qui donne sur la voiture de Clément. Clément entend plusieurs pas monter les marches. Clément ouvrit la fenêtre, saute sur le toit du Porsche. Il entend comme dernière chose un gros bruit qui est tout simplement la porte de la chambre qui vient de lâcher. Ni une ni deux, il sauta du Porsche, monta dans sa voiture, passa la marche arrière, et c'est à ce moment que Clément a vu les hommes pour la dernière fois de sa vie, debout sur le toit du Porsche, en faisant coucou à Clément. Pour Clément, il était hors de question de retourner dans cette maison seul, alors il a appelé son ami pour le réveiller en lui demandant de squatter le temps que ses parents reviennent. Il a aussi prévenu les parents qui sont rentrés le lendemain. Et Clément explique qu'au moment de raconter tout à la police, il a commencé à stresser et faire une crise d'angoisse. Après cette histoire, les parents de Clément ont déplacé sa chambre à l'étage. Et il sait que cette histoire a à voir avec l'homme de la supérette. Est-ce qu'il a été repéré par quelqu'un ? On ne sait pas, mais on espère le meilleur pour lui. Julien venait d'emménager dans un nouvel appartement. Un studio ancien mais charmant, situé dans un immeuble du 19e siècle. L'endroit avait un certain cachet, avec son parquet grinçant et sa cheminée condamnée. Pourtant, ce qui attira le plus son attention, c'était l'immense miroir encastré dans le mur du salon. Le cadre en bois sculpté était magnifique, bien qu'un peu abîmé par le temps. Dès les premiers jours, Julien ressentit un malaise indéfinissable face au miroir. Il évita d'abord d'y prêter attention, mettant cela sur le compte de la fatigue et du stress du déménagement. Mais très vite, il remarqua des choses étranges. Son reflet bougeait avec un décalage imperceptible, une fraction de seconde trop tard. Parfois, il avait l'impression que son double dans le miroir le fixait avec une intensité inhabituelle, comme s'il était plus conscient qu'il ne devrait l'être. Une nuit, alors qu'il passait devant le miroir pour aller boire un verre d'eau, il s'arrêta net, son reflet était figé, il cligna des yeux, son double ne bouge pas. Le souffle court, il leva lentement la main. L'image dans le miroir ne réagit qu'une seconde plus tard, avec un sourire imperceptible. Julien recula, le cœur battant à tout rompre, tentant de rationaliser. Il se persuada qu'il était simplement fatigué. Mais chaque jour, la situation empira. Il se surprenait à voir son reflet bouger différemment, parfois tourner la tête alors qu'il ne le faisait même pas. Une nuit, alors qu'il fixait le miroir avec appréhension, son double cligna des yeux. Mais lui, non. Terrifié, Julien tenta d'ignorer le miroir, recouvrant son verre d'un drap. Mais au matin, le drap était au sol. Pire encore, une fine brume recouvrait la surface du miroir, comme si quelqu'un avait soufflé dessus de l'autre côté. Déterminé à en finir, il fit des recherches sur l'histoire de l'appartement. Il découvrit qu'un ancien locataire, obsédé par les miroirs, était mort dans des circonstances mystérieuses et que son cœur n'avait jamais été retrouvé. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à briser le miroir, son reflet se mit à bouger seul. Il s'approcha lentement de la surface, le fixant d'un regard malveillant. Puis, avant que Julien ne puisse réagir, son double tendit la main et la grippa brutalement. Julien hurla en sentant une force l'attirer vers le miroir. Il tenta de reculer, mais ses membres ne lui obéissaient plus. Son reflet le dévisageait une dernière fois avant de l'entraîner de l'autre côté du verre, dans une obscurité sans fin. Le lendemain matin, dans l'appartement silencieux, le miroir reflétait une scène normale. Julien était là, assis sur son canapé, mais si quelqu'un avait regardé de plus près, il aurait remarqué que son reflet était plus vif, plus expressif, et qu'il souriait d'un air carnassier.